Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Exceptionnellement, je vous partage le live que je fais chaque semaine avec les membres du mentorat Devenir Trader. Donc le live a été réalisé ce matin. D'habitude, ce contenu est privé, il est réservé uniquement à ceux qui font partie du mentorat, mais je voulais vous donner ici un aperçu. On y aborde des sujets assez intéressants aujourd'hui, que ça soit d'un point de vue investissement, trading, d'un point de vue money management, setup de trading, psychologique. Donc regardez bien jusqu'au bout, il y a pas mal de conseils qui peuvent clairement vous tirer vers le haut. C'est pas tous les jours que je vous partage ce genre de live parce que ça reste un contenu assez exclusif, mais voilà, au moins vous voyez les différents points qu'on peut travailler chaque semaine en live. Et ceux que ça intéresse, ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description, vous arrivez sur cette page et vous avez toutes les informations. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Alors bon, au programme, brief de marché comme d'habitude, on n'a pas des annonces économiques incroyables sur la semaine qui arrive, mais on a bien sûr toujours un marché US qui est en compression, donc on va surtout commencer par ça. Maintenant, on est dans une phase où, pour l'analyse de mes cryptos, moi je ne prends pas en compte actuellement le marché US, sauf si il y a une grosse dégradation, pour la simple et bonne raison qu'on le voit, hein, qu'il y a quand même une petite décorrélation depuis un moment, et il y a une fiabilité moins importante entre le marché US et les cryptos, qui n'était pas le cas avant, même que ça soit 2024-2025. Donc ça, c'est un sujet qui embête beaucoup de monde, je le vois, parce que il y a certains qui ne prennent pas en compte que l'analyse technique, par exemple, du Bitcoin pour réaliser des achats, des ventes, mais qui vont prendre un contexte beaucoup plus large, comme l'indice du dollar, comme les indices US, et on est dans une phase où il y a des phases quand même de décorrélation. On le voit, hein, sur les derniers temps, vous voyez Nasdaq qui enchaîne 2 bougies rouges, alors que le Bitcoin lui a fait des bougies vertes. Donc moi de mon côté, tant qu'on est dans ce range-là, je pense sur les indices, c'est pas plus mal pour le Bitcoin qui peut tenter de poser un bottom. Parce que ce qui est sûr, c'est que si le Nasdaq ou le SP500 pose un top long terme, il y aura de grandes chances que du côté de Bitcoin ça corrige. Parce que même s'il y a des phases de décorrélation, quand on a comme ça des structures de retournement, en général les risk-on quand même reprennent le contrôle. Donc je pense le mieux pour Bitcoin, c'est que on a des indices qui latéralisent et qu'il n'y a pas une trop forte volatilité, parce qu'on a vu que quand on a un fort pump, on a un peu les indices qui aspirent la liquidité. Alors même si il y a une petite corrélation, hein, ici, mais elle est légère, parce qu'on le voit même après elle s'arrête, c'est pas la meilleure corrélation. Et des fois, il peut y avoir des phases où quand Bitcoin rebondit, on a un Nasdaq qui est un peu plus faible. Alors je préfère regarder le Nasdaq, parce que c'est lui un peu le leader sur les derniers temps d'un point de vue volat. On l'a vu sur cette hausse-là, il a beaucoup plus performé. Donc je préfère prendre en comparaison le Nasdaq. Mais ouais, idéalement, avoir un Nasdaq qui range et qui n'aspire pas la liquidité, parce que on l'a vu, on n'est plus dans cette phase-là où c'est les risk-on contre les risk-off. C'est un peu des secteurs, là, secteur de la tech, secteur de l'IA, etc. Et de toute façon, l'argent ne peut pas aller partout. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. L'argent ne peut pas aller partout en permanence. Surtout quand on est comme ça dans cette incertitude économique où on ne sait pas si on va avoir un maintien de taux, est-ce qu'on va avoir une hausse des taux automatiquement. Donc moi je pense que là, on a quand même un Nasdaq qui a très bien performé pendant un long moment. Ça me surprend pas de range. Et je pense qu'on va range quand même peut-être un petit moment. Est-ce qu'on pourra avoir un rallye d'été? Les rallyes d'été sont quand même assez rares. Ils arrivent, mais ils sont assez rares. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait l'année dernière. Je crois qu'on avait range. Ouais, tout le mois juillet, août là, c'était globalement un gros range à ce niveau-là. Hop, un petit range légèrement haussier, mais c'est des phases où on voit il n'y a pas énormément de volatilité. Donc peut-être ça peut laisser le le Bitcoin pardon pour qui performe. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de performance long terme pour le Bitcoin, on va y en reparler juste après. Mais de mon côté, je trouve que ça serait pas plus mal d'avoir des indices US qui latéralisent. Parce que quand ils pump, ils absorbent. Le pire scénario, c'est on a un top de marché et on connaît un moins 15, moins 20%. Ça, c'est globalement le pire scénario, pour la simple et bonne raison que là, les risk-on prendront cher et on aura des cryptos qui vont clairement corriger. Mais je serais pas fan d'un nouveau pump pour absorber encore la liquidité et que les marchés soient drivés et que le monde regarde absolument
les indices US. Parce que ce qui s'est passé, hein, certains qui ont très peu d'expérience dans les marchés ne se rendent pas compte, hein, mais une performance de plus de 33% en aussi peu de temps, c'est une performance de dingue, hein. C'est une performance de dingue, que ça soit Nasdaq, SP500. Donc je pense que le mieux c'est qu'on range ici. Et de toute façon, c'est pour moi le scénario numéro 1, vu qu'on est ici en plein mois d'été, moins de volume, moins de volatilité en général, pas tout le temps, mais quand même assez souvent. Après, il y a toujours des surprises, hein. Quand on regarde le 5 août, il est où? Hop, à ce niveau-là, c'était 5 août 2024. Vous voyez ici, on a eu hop là, une forte volatilité, moins 10% en quelques temps. Bon, bien sûr, c'est pas un cas où chaque été il va rien se passer, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt calme. Donc voilà, je préfère toujours commencer par les indices qui n'envoient pas de signe de faiblesse, parce que ça c'est le pire scénario. Ok, si on commence à s'installer sous ce plus bas, ça nous montrerait comme quoi on a des potentiels top de marché qui se mettent en place, et là on pourra retracer et aller chercher bien plus bas, ce qui n'est pas le scénario pour moi numéro 1 pour le moment, au vu de la volatilité qu'on a et au vu cette tendance haussière qui reste long terme bullish. Maintenant, il y a le prochain discours dans 24 jours, il y a la prochaine décision sur les taux où, mine de rien, il va y avoir un repricing, c'est obligé, parce que je vous rappelle, quand ici on estime à 78% aucune hausse, aucune baisse des taux, donc un maintien des taux, et à 21% une hausse des taux, c'est que il y a des investisseurs, des traders qui price cet événement-là et cet événement-là. Et automatiquement, plus on s'approche de la date, plus il va y avoir un repricing, parce que il y a un côté ou un autre côté qui vont avoir tort. C'est comme ça. Et quand on a un repricing, ça crée quand même de la volatilité. On n'est plus dans les phases où un mois avant, on avait ici 99,9% de chance d'avoir aucune hausse ou aucune baisse des taux, d'avoir des taux qui ne bougent pas. Donc dans ce cas-là, on savait au moment de l'annonce des taux que ça allait pas avoir énormément d'impact sur les marchés, parce que c'est déjà pricé depuis un moment. Là, ça bouge quand même pas mal. On était à 66%, 70%, là ça monte à 72%, en fonction des chiffres, en fonction de tout ça. Là, il y a eu le NFP qui a été largement en dessous des attentes, donc automatiquement ça refait monter ici ce pourcentage, parce qu'au final, l'économie ne se porte pas super bien, d'accord? Donc, automatiquement, on ne peut pas se permettre d'augmenter les taux rapidement. Donc voilà, ça va créer de la volatilité quand même, à minima, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un repricing. On dit que, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, que le marché enregistre toutes les informations et price les événements à l'avance. Donc automatiquement, quand il y a des réajustements, comme ça ça crée bien sûr un impact et ça peut créer de la volatilité. Donc voilà, de mon côté, je suis pas inquiet pour les indices, mais on est l'été, c'est plutôt calme en général. En tout cas, je pars de ce principe-là, peut-être à tort, mais c'est comme les week-ends, hein. Je vous le répète souvent, week-end, faible volatilité. Est-ce que c'est pour ça que tous les week-ends, on a une faible volat? Pas spécialement, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Je préfère partir de ce principe-là. Peut-être quelques profits des stocks qui rentrent sur les cryptos en rotation. Ouais, c'est possible. Après, sur les cryptos, je vois mal les gens s'intéresser aux altcoins actuellement, tant qu'on n'a pas un contexte qui est un peu plus stable. Mais oui. Salut. J'hésite à TP sur US avec plus 40% en un an, c'est beau. Là, la question, c'est ça dépend de ta stratégie. Ça dépend de base, hein. Rappelle-toi, quand t'as commencé à t'intéresser au marché US, à rentrer en position, c'était pour quelle raison? Est-ce que t'avais un horizon de temps long terme, 10, 15, 20 ans? Dans ce cas-là, là, tu modifierais ta stratégie parce que tu te dis, ça a performé, j'avais pas anticipé ça. Ça, c'est quelque chose à mettre dans ton plan, d'accord? À savoir à l'avance parce que des fois, certains rentrent sur, par exemple, une horizon de temps de 10 ans, le marché pump comme ça, et ils se disent, je vais TP. Mais ça, c'est avant qu'il faut se poser la question. Il faut se poser la question, ok, je rentre sur une horizon de temps de 10 ans, mais qu'est-ce que je fais si là, le marché prend 30, 40, 50% en aussi peu de temps? Parce qu'après, c'est là où tu vois, t'hésites. Et c'est pas clair. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser avant, parce que faudrait pas non plus le regretter si tu prends des gros profits et que le marché continue. Donc la question, c'est initialement, pourquoi tu es rentré en position? Est-ce que c'est pour jouer une hausse sur 1 an, 2 ans? Est-ce que c'est pour ici un mouvement long terme? Ça, bien sûr, c'est des questions qu'il faut te poser idéalement avant. Donc maintenant, c'est là où quand tu hésites comme ça, c'est beaucoup plus difficile de prendre une décision. Bon, voilà en tout cas pour les marchés US. L'indice du dollar qui pull back ici, sa borne haute, donc on a un break pullback, à voir maintenant si on rejette ou si on réintègre. On est vraiment sur un niveau important.
Et la suite également au niveau des indices joue en fonction de la performance de l'indice du dollar, parce que là on a quand même cassé un range qui dure depuis un an, ok, et cassure à la hausse, validation de ces structures là de retournement. Maintenant, si on réintègre, c'est très bullish, hein. Je vous avais noté le niveau à réintégrer, à passer en dessous pour avoir un signal bullish sur les risk-on. Sinon, si on commence à aller chercher l'extrémité haute, on pourra avoir bien sûr des indices qui retracent. Après, au niveau du pétrole, bon bah voilà, on l'avait rapidement évoqué, que le jour où on a réellement un arrangement entre les États-Unis et l'Iran, ouverture du détroit d'Ormuz, le niveau des $80 sautera et on aura un marché qui va se rééquilibrer là vers ces 65-70 qui est globalement une moyenne sur 2025. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un effet bullish quand même pour les marchés, parce que le fait que ça s'arrête, ça crée la pression inflationniste qu'il y a eu quand même pendant un long moment, on l'a vu, hein, on l'a vu sur les datas, CPI, PCE, etc. Et ben ça a créé bien entendu, et c'est pour ça que ici on parle de hausse des taux à nouveau. C'est principalement à cause de ce qui s'est passé ici, ce qui a créé une inflation qui n'était pas prévue de base, hein, parce que quand on reprend en janvier 2026, personne parlait de hausse des taux pour 2026 et 2027. Personne. Ça parlait même de baisse des taux. Début 2026, on priceait 2 baisses des taux pour la fin d'année. D'accord? Et là, c'est absolument pas le cas, vu qu'on price une hausse des taux. Et ça, en fait, c'est comme ça, c'est la beauté du marché, j'ai envie de dire, c'est que il y a des événements dans le monde qu'on ne peut pas anticiper à l'avance et qui ont des conséquences sur le style de vie des gens, sur la vie, d'accord, la vie de chacun, et également sur les marchés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, mais c'est quelque chose qui est réel maintenant, qui voilà, c'est le passé, mais ça a eu des conséquences, et automatiquement, ça a des conséquences sur les marchés, parce que une hausse de l'inflation, comme ça, en plus dans une période où le marché était en train de d'être déflationniste, enfin avoir une baisse de l'inflation qui revenait sur son objectif des 2%, c'était quelque chose qui était bullish. Mais c'est comme ça, c'est des événements qu'on ne peut pas anticiper, mais globalement là le pire est derrière, et je pense pas que ça va repartir, hein, parce qu'à un moment vous êtes yo-yo, ça ouvre, ça ferme, on trouve pas des négociations. Bon là on a vraiment une confirmation, comme quoi on a une sortie de ce range par le bas. Ça bien sûr, c'est un événement quand même qui est plutôt bullish et rassurant, mais j'ai envie de dire que le mal est passé. Ça aurait pu être pire, hein, si ça avait duré encore beaucoup plus longtemps. On aurait parlé de hausse des taux, de 2-3 hausses des taux peut-être pour 2026-2027. Bon, voilà, là on parle que d'une seule hausse des taux. Donc là-dessus, affaire à suivre. Sur cette semaine, on n'a pas grand-chose, hein. On a passé le plus dur sur les 2 dernières semaines entre CPI, PCE, on avait tout ce qui était NFP, taux de chômage. Bon voilà, une semaine ici plutôt calme. Donc à surveiller l'ouverture des marchés lundi. En plus vendredi c'était férié aux US, donc pas les futurs, mais le spot il était fermé. Donc voilà, peut-être avoir un peu de volatilité quand même lundi, même si on est en été. Ça n'empêche que il y a eu 3 mois ici de fermeture. On va voir ce que ça donne. Allez, au niveau ici du Bitcoin. Clôture weekly qui arrive. Alors, à voir comment on clôture. Le mieux ça aurait été d'avoir un ravalement haussier au-dessus de ce niveau-là, où là je vous aurais dit, peut-être un signal, il nous montre que on essaye là de poser un bottom. Parce que si on a un ravalement haussier, ça serait vraiment un bon signal qu'on n'a pas eu depuis un moment. Alors la dernière fois ça a été cette pattern en W, on l'a réintégré au final, on a fait la même chose que ce qu'on avait vu ici en 2022, avec cette pattern en W, break, réintégration. Donc là on a fait la même. Maintenant, ici, on est toujours sur un niveau clé. On n'arrive pas à perdre ce niveau des $60 000. Faut quand même noter, hein, même si on reste dans une pression baissière, dans une dynamique baissière, dans une charte ici qui n'est pas sexy sur du long terme. Alors quand je dis n'est pas sexy, c'est oui, on retourne chercher des niveaux d'achat. Oui, quelqu'un qui a du cash. Et ici, on est sur un moins 50%. Bien sûr qu'il y a des opportunités. Moi, si j'ai commencé à me repositionner sur cette baisse-là, c'est pas pour rien, c'est que j'estime que le prix du Bitcoin redevient intéressant. Pas pour faire all-in, pas pour immobiliser tout mon capital et si on baisse, je n'ai pas cette capacité de rentrer en position, mais en tout cas, ici, j'estime que ça redevient intéressant de rentrer palier par palier, tout en gardant du cash au cas où on va plus bas. Je pense pas qu'on va aller chercher 25, 30, 35 000 $, très peu probable. Si on doit refaire un plus bas, c'est globalement dans cette zone-là. Ça, c'est un niveau que j'ai parlé il y a très longtemps, ok, qui n'est pas
c'est pas impossible hein, de revenir chercher cette zone-là, on n'est pas très loin. On est à moins 15, moins 20%. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que si le marché m'envoie un signal de bottom, je vais pas, pour un moins 15%, avoir des œillères. Ça me fait vraiment penser à ici. Vous regardez les vidéos, à l'époque, j'en ai énormément parlé. Quand ici, on a eu cette structure en W, et quand on était dans cette structure-là, tout le monde attendait les 14 000, 13 000 $. Et c'est quoi? C'est un moins 20, moins 15%. Et pour un moins 20, moins 15%, la plupart ne sont pas rentrés. Parce que c'était absolument faux que ça vienne retester cette zone-là. Il y avait cette zone d'imbalance, il y avait cette zone à retester, etc., etc. Alors, je comprends à l'instant T, même moi, c'est un niveau que je surveillais. Par contre, si on a un marché qui se retourne, faut pas avoir des œillères, faut pas se dire c'est bon, le marché va quand même y aller, même s'il pose un bottom, c'est sûr, c'est un niveau, voilà. Le problème de certains, c'est que quand ils tracent des zones, ils sont persuadés que le marché va y aller. Le marché ne vous doit rien, le marché il fait ce qu'il veut, ok? Et s'il veut poser un bottom juste au-dessus de votre niveau, il posera un bottom juste au-dessus de votre niveau. Et ça, c'est quelque chose, je crois que j'avais parlé, c'était la semaine dernière, je crois que c'était avec vous en live, où je vous avais dit, mine de rien, si le marché doit faire souffrir un maximum de personnes, mentalement, enfin, voilà, sur les gens qui n'arrivent pas à rentrer, etc., c'est, je pense, de poser un bottom ici. Pour le moment, on ne l'a pas posé, mais je pense que poser un bottom ici, ça piégerait énormément de monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendent des niveaux plus bas, et surtout, c'est un niveau où, au début, les gens s'y intéressaient, mais on l'a tellement retesté, on a tellement liquidé du monde, on a tellement passé ici à prendre les lots, etc., que il n'y a pas grand monde qui croit au bottom. Même si là, ça a un peu parlé, j'ai vu des posts hein, avec cette hausse, mais ça reste léger. Je pense que ici, ça piégerait du monde. Moi, je vous pose la question, si là, le Bitcoin pose un bottom, est-ce que vous êtes piégé? Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous savez quoi faire? Mais je pense, si vous me répondez, je pense la majorité, vous allez me dire, ah, ça me ferait chier, ah, c'est pas l'idéal, etc. Et ça, répondez, on peut prendre comme ça la température un peu qui est la vôtre. On est quoi? On est une quinzaine de personnes, il n'y a pas assez pour vraiment avoir un très grand nombre d'échantillons, mais je pense pas que c'est la zone qui vous intéresserait le plus. Pas de souci pour moi, ok, bon, tant mieux. Vous me dites, on va regarder. J'ai déjà rechargé un peu, aucun problème. Ah non, tant mieux. Bon tant mieux. Pareil, aucun souci pour moi. Ok. Honnêtement, je suis surpris, parce que quand je vois, je préfère aller plus bas, c'est sûr, ok. Bon c'est bien. C'est bien, c'est que vous êtes flexible. Ça irait pour moi, j'ai pas grand chose pour ce cycle, mon premier. Ok. Honnêtement, je suis assez surpris, parce que quand je vois, alors il y a peut-être une différence entre les commentaires YouTube, ici, vous qui êtes formés dans le live, mais beaucoup quand je vois, si on pose un bottom, il y en a beaucoup qui veulent qu'on aille plus bas. Je le vois même sur le Discord, dans le chat général. Donc franchement c'est cool. Parce que moi de mon côté ça me rassure, c'est que ça me montre que vous arrivez à être flexible et voilà, avoir cette capacité à vous adapter en fonction de le marché, comment il évolue, et pouvoir rentrer, même si on n'est pas sur des zones incroyables. Quand je dis des zones incroyables, on est sur des bonnes zones, mais vous voyez, il y a des zones plus simples pour rentrer. On retourne chercher les 50 000 $, c'est un niveau techniquement long terme, beaucoup plus simple que de rentrer ici sur ce genre de pattern. Donc ok, bon, ça me fait très plaisir et ça me rassure de voir ce type de message. J'ai rechargé, mais j'ai des ordres à partir de 55K. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'est top. Mais je m'attendais pas à ça, mais c'est cool. Et au moins, ça vous montre que de votre côté, vous êtes flexible. Et voilà, peu importe où le marché pose son bottom, vous pourrez bien sûr rentrer en position. Moi de mon côté, le plan reste le même. Long terme, j'ai toujours des niveaux plus bas. Ok, j'ai toujours des niveaux plus bas. Maintenant, ici, je ne rentre pas pour le moment en position. On commence à faire quelque chose comme ça. Voilà. Idéalement, là, j'aimerais qu'on reteste ce creux-là, qu'on réalise une plus grosse pattern. Si on fait ça, je pourrais légèrement m'exposer. Ok, comme je l'ai fait au moment du break du 10 avril, en me disant, il y a des chances qu'on bottom. C'est jamais sûr à 100%, à la preuve, là, on a bottom, mais ça a pas tenu, on a réintégré, mais il y avait quand même des probas qu'on bottom, ok, donc, que je rentre comme ça, quitte à invalider plus tard, de la même manière où j'ai invalidé ici, et que je augmente mon exposition si on fait ça. Parce que j'aurais quand même une cassure du tunnel 4 heures, sur un niveau de support intéressant, structure en W, bon, je peux pas passer à côté. Après, le vrai signal, il y en a deux actuellement sur le Bitcoin, c'est si on casse le tunnel daily, et si on casse ce sommet-là. Pour moi, sur du long terme, la confirmation de ces deux
de ces deux événements m'indiquera qu'on a de très fortes probabilités d'avoir posé un bottom et que ce plus bas, si on casse ces niveaux et que ça c'est le plus bas, ne sera pas retesté et que c'était un bottom et que c'est confirmé la fin du bear market. Pour moi, il faut vraiment casser les 82 000 $ et le tunnel daily. Je suis exposé à 20% à ces niveaux, j'ai mes plans pour aller plus bas, mais si ça monte direct, c'est quoi la technique pour quand même s'exposer sur la montée? Sur le premier break, un second, un troisième. Moi, je te dis clairement, hein, si le marché repart en V-bottom comme ça, c'est très délicat de se positionner. Maintenant, c'est des événements qui arrivent très rarement, d'accord? Donc, soit tu te dis, bon bah, j'espère que ça n'arrive pas, et je ne prépare pas de plan par rapport à ça, soit tu t'y prépares. Moi, de mon côté, si on casse le tunnel daily, je m'exposerai sur du long terme. J'aurais peut-être pas la meilleure entrée, parce qu'on serait quand même sur des niveaux peut-être un poil haut, après il continue à baisser avec le temps, mais j'aurais peut-être pas les meilleurs niveaux, mais je commencerai quand même à m'exposer, parce que c'est quand même la rupture d'un niveau clé. Maintenant, les rebonds en V-bottom sont quand même assez rares, hein. Si tu regardes sur le BTC, alors en plus c'est en weekly, hein. Rebond en V-bottom weekly, c'est rare. Là, on a formé une structure en W, même qu'on a des retracements, vous voyez, on a des patterns, là aussi, c'est rare qu'on repart en V-bottom. Alors, il y a le crack Covid, on est reparti en V-bottom, on a retesté quand même une ancienne structure, hein, mais on est reparti en V-bottom, mais sinon c'est rare, même des retracements, vous voyez, comme ça, on range, on structure un W, il y a le temps de se positionner. Puis après, au vu du contexte, j'ai du mal à voir un Bitcoin là faire une bougie weekly de 40-50%. Parce que s'il fait une bougie weekly de 15-20%, bon, je ne serais pas spécialement sur un bottom, un V-bottom, hein, parce que ça serait juste un retracement. Bien sûr, si on commence à casser là, oui, ça serait quand même un V-bottom assez important. Moi, ce que j'aime bien prendre comme référence, c'est le tunnel daily. Ça, c'est quelque chose que j'utilise toujours quand on est en bull market, quand on est en bear market. On le voit, hein. Tendance à la baisse, bear market, il repart à la hausse, bull market, il repasse à la baisse, bear market. C'est un bon point de référence. Donc, clairement, si on repart à la hausse, qu'on y va très fort, c'est les scénarios les plus durs. D'accord? Faut pas se le cacher. Regardez le SP500, comment il a pump là au mois d'avril. C'est très dur de se positionner là-dessus. Maintenant, il faut quand même un plan pour ne pas être de côté. C'est pour ça aussi que j'ai des ordres en mode épuisette qui sont enclenchés ici, qui peuvent s'enclencher si on va plus bas, parce que ça me permet d'avoir un pied quand même dans le marché au cas où ça part. Parce que c'est très délicat d'avoir 100% de cash, ok, et de all-in sur un V-bottom. Pas de all-in, mais de rentrer même à 40-50% juste sur un rebond et un V-bottom. C'est très très délicat. Donc clairement, moi, de mon côté, c'est pour ça que même je m'expose avec des ordres en mode épuisette pour avoir cette capacité d'avoir une exposition au moins au cas où le marché part. Puis après, bien sûr, comme d'habitude, je rentre quand on pose des bottoms. Alors des fois, on essaye de poser un bottom ici, je sors parce qu'au final c'est pas un bottom et j'ai bien fait d'invalider parce qu'on a été plus bas. Et après, là, si on pose un bottom, bien sûr, je rentrerai. Alors, je m'exposerai pas de 30-40%, mais au même hauteur ici que le 10 avril quand je suis rentré en position, je rentrerai légèrement en position, quitte à invalider plus tard si j'ai des structures de retournement qui me disent on va aller plus bas. Ok. Mais voilà, faudra voir en temps réel ce qui se passe. Pour le moment, on est toujours sous le 4 heures. Donc même si sur du court terme, il y a une petite reprise qui est quand même présente, même sur du moyen terme, le price action reste bearish. Donc voilà, de mon côté ici, je patiente, ok. Et il faut avoir cette capacité d'être à l'aise des fois quand le marché monte, de ne pas être all-in tout de suite. Alors j'aime pas le mot, je sais pas pourquoi je dis le mot all-in, mais de ne pas être in tout de suite. Vous voyez ici, on a une structure en W, on part, j'avais du mal à me positionner trop tôt parce qu'on était toujours sous le 4 heures, on était surtout dans ce range. Et après quand au 10 avril là, en plus il y a eu des chiffres échos qui m'ont dit c'est plutôt pas mal pour la suite qu'on continue cette hausse, vous voyez, j'ai pas eu le point le plus bas, hein. Je me suis positionné après un 9%. Et le marché à partir de là, il a quand même performé de 15%. Donc j'ai pas le point le plus bas. Mais le but c'est pas d'avoir le point le plus bas quand on se positionne comme ça sur des stratégies en mode breakout, c'est d'avoir une bonne confirmation d'un point de vue price action. Il faudrait un catalyseur fort. Tu rentrerais si on valide la div W sur le MACD. Attends, on va voir ça. Alors, la div, donc ça serait, si on passe ce niveau-là, alors, je sais pas si tu parles en daily, en weekly, là on a une div haussière, et ici, on le voit sur les MACD, on fait un creux plus bas, ici un creux plus haut, qui se valide, on casse ce niveau-là, et après, on peut check en weekly. En weekly, on a déjà une divergence haussière qui est validée, ici. Structure en W, ok, donc on voit bien la div, hein.
et elle est plutôt pas mal. On l'a faite assez rapidement. Le dernier cycle, la divergence haussière, hein, elle a mis plus de temps à se faire. On le voit bien. Et elle a été validée longtemps après. Maintenant, vous voyez, hein, on a un exemple concret où la div ici a été validée à ce niveau-là, à peu près, ici, quand on a cassé ce sommet-là, donc globalement dans cette zone-là, ça n'a pas empêché le prix de faire un plus bas. Je vous rappelle, une divergence haussière, et pas le marché, c'est sûr, il pose un bottom. Mais en tout cas, c'est globalement, on est plus proche du bottom que du top. En général, qu'on a comme ça des divergences haussières. Et là, on repousse à la divergence haussière encore. Ici, on voit bien, qui n'est pas validée, celle-ci, qui sera validée si on fait un plus haut. Et si on a une double divergence haussière weekly, on aura quand même de grandes chances d'avoir un bottom. Donc là, franchement, si on casse ce niveau-là, il y aura de grandes chances que oui, le bottom soit réalisé, mais au vu du pic ici, pour casser ce niveau-là, va falloir un bon pump quand même, faudra pas non plus rentrer trop tard. Donc je regarde le MACD quand même, je le regarde moins qu'avant, c'est vrai, mais attention à ne pas se dire je base tout sur le MACD, parce que des fois pour avoir la cassure d'un niveau, vous voyez, c'est pas comme valider cette divergence haussière, ça va, elle se fait, puisqu'il n'y a pas trop de volatilité, on n'a pas des pics trop importants, ça va. Mais si on doit casser ce genre de niveau, regardez le momentum qu'il faut, ça reste assez important. Donc le mieux, c'est ce type de divergence haussière, qui est assez rapide à valider. Ok. Là, ce niveau-là, il est plus délicat à casser. Mais en tout cas, si déjà on en a une divergence haussière, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant, et c'est pour ça on voit que, qu'est-ce qu'on voit? Que les impulsions baissières sont beaucoup moins importantes. Là, on en avait une forte, là on en avait une deuxième forte, là on en a encore une, mais elle est moins importante. C'est normal, on affaiblit les vendeurs sont en train de s'affaiblir, d'accord? Maintenant, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas refaire une nouvelle jambe baissière, peut-être la dernière. Et, vous voyez, là on en a fait une de 33%, là on en a fait une de 36, elle a été forte également celle-ci, là elle est plus petite, 25, peut-être qu'on va remonter, on va faire une dernière de 20, c'est pas impossible. Mais oui, en tout cas, le MACD, s'il nous fait une double divergence haussière, ça serait plutôt pas mal. Bon voilà de ce côté-là, sur le Bitcoin, sur du court moyen terme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je regarde? Alors moi là actuellement je suis en hydrodone de 3 stop loss d'affilée. Donc voilà, ça fait partie du trading. De toute façon, je vous avais partagé mes bilans sur YouTube. J'avais deux stop loss là en juillet, non en juin. Et là j'ai pris un stop loss en début de mois. Donc voilà, sur du court terme, j'attends tout simplement des setups. Mais de toute façon, les drawdowns, ça fait partie du trading. Hein. Là-dessus, on avait fait un point. Je sais plus si j'ai le fichier Excel sous les yeux, qui est ici. Qu'on avait vu, hop là, le cours sur le money management. Hop, on avait vu l'importance d'avoir ici une stratégie de drawdown que j'ai pas encore enclenchée parce que je suis qu'à 3 stop loss. Surtout, j'ai un risque plutôt faible. Donc ça va, mais n'hésitez pas, hein, ceux qui découvrent là, partie money management, c'est une pépite pour tout ce qui est gestion du risque, savoir quoi faire quand on est en perte, quand on est en drawdown, comprendre votre gestion de risque, il y a énormément de choses, je vais pas tout repasser en détail, mais là on avait un exemple avec une personne qui a un risque constant, ok, de 1%, qui risque toujours 1%, peu importe. Alors qu'on a ici une personne qui risque 1%, mais dès qu'elle passe les 10% de drawdown, de perte, elle passe à 0,5% du risque. Donc elle divise ce risque par deux. Et on voit bien qu'avec le temps, hein, la personne qui divise ce risque par deux, c'est la courbe rouge. On voit que elle enchaîne les pertes. Donc au début ils sont pareils. Puis là il y a un écart. Okay. On voit qu'elle a un drawdown qui est moins important. Et ensuite quand il renchaîne les trades gagnants, ça se passe plutôt bien. Et ben on voit que tranquille, ils arrivent à repartir ensemble. La différence c'est que le bleu a un drawdown bien plus important ici de 25%. Alors que l'autre qui a eu une bonne stratégie de drawdown, elle a ici un moment 15, 17%, je sais plus où c'est, ça doit être noté, ça doit être, voilà, 18%, alors que l'autre 25%. D'accord. Voilà, j'ai pris le cas extrême, il y a aucun gain sur la descente, tout se passe terriblement mal, on enchaîne peut-être 29 trades perdants d'affilée, ce sera jamais comme ça. Mais on a vu hein, dans le simulateur, là, je sais plus où c'est, je l'ai à un endroit, mais on a vu les probabilités d'avoir 10, 15, 20 trades perdants d'affilée en fonction de votre taux de réussite. Hein. Et ça peut arriver, ça peut arriver. C'est pour ça l'importance d'avoir une gestion de votre drawdown. Et n'oubliez pas, hein, plus votre perte est importante, plus c'est dur de vous en remettre. Je vous rappelle, un moins 10%, faut faire 11% pour y revenir. Un moins 50%, faut faire un plus 100%
pour revenir chercher votre capital de base, d'accord? Plus la perte en pourcentage elle est grande, plus de l'autre côté, ça va être dur de revenir chercher votre capital que vous avez avant. Attention, gestion de drawdown, gestion du risque, très important. Au moins de mon côté, comme je vous l'ai dit, je suis à 3 pertes. 3 pertes, c'est moins 1,5%. Là, je suis sur des risques à 0,5%. Bon, ça va. Par contre, si je commence à atteindre du 3-4%, là, de mon côté, stratégie de drawdown, ok. Ça veut dire que je réduirai un peu mon risque, ok. Je prendrai une petite pause, je verrai comment ça se passe en fonction des prochains trades. Ça, c'est des choses que, en général, on ne parle pas trop, parce que voilà, c'est chiant, on perd, c'est pas exceptionnel, mais c'est des choses quand même qu'il faut évoquer. Voilà, 3 trades perdants d'affilée, je suis pas là à paniquer, hein, parce que ça arrive, c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez souvent. J'ai pas un taux de réussite de 90%, donc à partir de ce moment-là, 3 pertes d'affilée, c'est normal. Mais voilà, à partir de 5-6 trades, moi de mon côté, je réduis un peu mon risque, ok. Je regarde si j'ai pas pris, je refais une analyse sur d'un point de vue psycho et prise de mes trades. Est-ce que j'ai pas pris plus de trades que d'habitude? Est-ce que j'ai bien respecté mon plan? Je réanalyse les trades perdants, voir si je suis dans un état de j'ai bien respecté mon plan, tout va bien dans le meilleur des mondes, ou est-ce que j'ai pas dévié parce que je suis dans une phase où j'enchaîne les pertes, donc je veux arrêter rapidement cette phase de drawdown, parce que quand on enchaîne une perte, une deuxième, une troisième, une quatrième, ce qu'on veut absolument, c'est sortir de cette phase de drawdown. C'est la chose primordiale, parce que on n'est pas bien dans notre tête. Parce que quand on va prendre un nouveau trade, on se dit « Ah, est-ce que lui il va être encore perdant ?» et je vais continuer à enfoncer. Donc des fois, on va être dans l'overtrading, parce qu'on se dit « Il me faut absolument un gain. Il me faut un gain, il me faut un gain, il me faut un gain pour repartir. » Et des fois, on respecte pas notre plan. Donc ça, c'est important. Mais bon voilà, on fera un point là-dessus si ça continue à évoluer, qu'est-ce que je fais. Mais ouais, 3 SL d'affilée pour le moment. 10 trades perdants, ça remet quand même la stratégie en question, non? Sur une première stratégie, j'ai eu ce cas, ça m'a permis d'aller tester une autre qui marche mieux pour le moment. Je prends aussi comme repère les propres firmes avec un max de 8%. En fait, 10 trades perdants, ça dépend surtout de ton taux de réussite. Si je reprends ce fichier-là, alors attends, je le retrouve. Taux de réussite, voilà, tu vois, regarde. Ici, t'as la probabilité de faire une série de pertes en fonction d'un taux de réussite, ok, sur un nombre de trades que tu définis en fonction de l'échantillon. Admettons, ta stratégie, elle a 80% de taux de réussite. Tu vois, ta probabilité de faire un trade perdant, 100%, de trade perdant, de 100% également, c'est normal, mais quand tu commences à aller chercher du 5, 6, 7, c'est très très rare. Une stratégie à 80% de win rate ne fera pas 10 trades perdants d'affilée. C'est impossible. D'accord? On le voit. Alors bien sûr, tout dépend de l'échantillon. Alors si je mets 100 trades, ça va être encore moins. Par contre, si je mets 800 trades, bien sûr, plus l'échantillon est grand, plus, bien entendu, tu as des chances quand même d'avoir une série de pertes. Maintenant, là, j'ai un taux de réussite de 80%. Si je commence à aller chercher un taux de réussite déjà de 50%, on voit que là, c'est différent. Okay, tu as des probabilités déjà assez importantes que sur... En fait, le fichier dit quoi? Il dit que sur 800 trades, tu as 100% de chance de faire un trade perdant. 100% de chance de faire 2 trades perdants d'affilée. 100% d'avoir 3 trades perdants d'affilée. 800 trades, c'est énorme. Si je mets 20 trades, bah, c'est plus pareil. C'est normal. Ok, il y a moins d'échantillons. Donc, sur 800, ici, tu as quand même 30% de chance sur ces 800 trades d'avoir une série de pertes de 10 trades perdants d'affilée. Ce qui n'est pas rien, ok? Si tu as un risque de 1%, c'est moins 10%. Donc c'est là où ta stratégie de drawdown, tu l'adaptes en fonction de cette capacité à te dire, cette stratégie peut prendre tant en pourcentage de trades perdants d'affilée. Bien entendu, là, tu vois, sur du 19, 0,1%, bon, tu sais que c'est possible, mais c'est très rare. Plus sur 800 trades, c'est très très peu probable, d'accord? Mais tu dois avoir une stratégie de drawdown adaptée à ta stratégie, et ta stratégie, tu dois savoir combien de taux de réussite elle te produit. Et il n'y a pas de mal d'avoir un taux de réussite plus faible, parce qu'automatiquement, plus le taux de réussite est faible, plus le risk-reward va être plus conséquent. Mais il faut prendre en compte que plus tu as un taux de réussite qui est faible, plus tu vois, ici, tu as une probabilité assez importante d'avoir une série de pertes. Série de pertes, c'est pas la fin du monde, mais faut le gérer, ok? Et faut le gérer, d'accord? Ça fait partie du trading, c'est là l'importance, gestion de risque. Ce qui est le plus difficile, c'est si on traderait tous comme des robots, ça serait parfait, ok? Il y aurait pas de mal. Mais là où c'est dangereux, c'est surtout quand tu commences à avoir 7, 8, 9 trades perdants d'affilée, là où tu peux commencer à dévier
commencer à ne plus respecter ton plan, commencer à risquer un peu plus, commencer à te remettre en question, à paniquer. Et au final, tu n'es plus dans les probas, ici, parce que tu dévies totalement ta stratégie, tu dévies tout en fait. Et à partir du moment où tu dévies tout, et ben au final, c'est pire que prévu. Tu perds plus, et au final, tu es en train de tester peut-être une nouvelle stratégie. Donc voilà, ça, tout ça, hein, ceux qui découvrent le cours Money Management, c'est une pépite. Hein. Je l'ai mis à jour avec ici plein de cas concrets, comme ça, où ça va vous permettre de, s'il y en a qui ont du mal à créer leur stratégie, à se projeter, même d'un point de vue gestion de risque, ça va clairement vous aider. Donc, est-ce que ça remet en question la stratégie? En fait, ta stratégie, la question à se poser, c'est est-ce que sur un grand nombre d'échantillons de trade, idéalement 100 à minima, elle est rentable et elle te donne une bonne performance. Si sur 100 trades, elle est rentable, mais t'as 10 trades perdants d'affilée, bah c'est pas dérangeant, je trouve. C'est ça le plus important. Et surtout, ça dépend de ton taux de réussite. Et 10 trades perdants, c'est la variance. Tu peux les avoir, ces 10 trades perdants d'affilée. Mais le plus important, c'est est-ce que sur 100, 200, 300 trades, ta stratégie elle est rentable et elle te donne un vrai avantage. Parce que si elle est rentable sur 100, 200 trades, mais que tu fais un gain final de 1% sur ton capital, bon, ça sert à rien. Par contre, si tu as vraiment un gain plus important, là c'est pas mal. Moi, je me pose pas la question quand je développe une stratégie, quand je trade ou quoi que ce soit, je commence pas à me poser une question de ah tiens, est-ce que ma stratégie me fait pas mal de séries de pertes? Parce que ça, c'est la variance. C'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir. C'est comme ça. Tu peux avoir ces 10 trades perdants, ok? Tu t'aurais pu très bien avoir un trade gagnant, puis un trade perdant, un trade gagnant, puis un trade perdant, ok? Et au final, au lieu d'avoir ces 10 trades perdants d'affilée, ça fasse 1 sur 1. Au final, t'aurais dit, ah bah là, ça va. Pourtant, c'est exactement la même chose. T'as toujours 10 trades perdants. C'est juste qu'ils sont disposés d'une différente façon, ok? Donc, moi, je ne juge pas une stratégie en fonction du nombre de trades perdants d'affilée, d'accord? Et je sais que certains peuvent fonctionner comme ça. Ils testent une stratégie, les 3 premiers trades sont perdants. Ah, cette stratégie, c'est mort. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ok, tu peux très bien commencer avec 3 trades perdants d'affilée, et ensuite faire 8 trades gagnants d'affilée. Sauf que si tu fais l'inverse, si cette personne commence avec les 8 trades gagnants d'affilée, et ensuite apprend 3 trades perdants, là va se dire, ah, cette stratégie est bonne. Alors que c'est exactement la même. Donc le plus important, c'est de regarder, est-ce que tu as vraiment un avantage sur ta stratégie, et de pas prendre spécialement en compte les trades gagnants ou perdants d'affilée. Je prends aussi comme repère les prop firms avec un max de 8%. C'est le problème des prop firms, c'est que voilà, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas les prop firms, c'est bon, déjà le business model, je vais pas revenir dessus, je l'aime pas, et en plus, bah t'as des règles qui sont encore plus strictes. Alors oui, bon, quand tu commences à prendre un drawdown de 8%, ça fait chier sur ta stratégie. Est-ce que j'ai déjà pris des drawdowns de 8% sur des séries de pertes? Ça m'est déjà arrivé. Ça fait longtemps, mais ça m'est déjà arrivé de prendre un 8%. Oui, ça m'est déjà arrivé. Après sa stratégie de drawdown et risque plus faible, t'as pas le choix. Dans ton trading discrétionnaire, tiens-tu en compte de l'heure ou de la session? New York, Europe, dans ton risk management, que disent les stats au niveau des probas là-dessus? Or moi, de mon côté, je fais très attention si je dois prendre un trade avant l'ouverture d'une session New York. Les sessions Londres ou autres, c'est surtout la session New York qui a le plus de volatilité, donc je fais quand même gaffe de ne pas rentrer n'importe comment, surtout si c'est sur du très court terme. Swing, je m'en moque complètement. Des sessions, je rentre si j'ai mes setups qui s'enclenchent. Sur du très court terme, sur du 5-15 minutes, je fais juste gaffe, ouverture de session. Voilà. 15-30, session cash plus importante. Ça, je la surveille parce que souvent, on peut avoir un peu de volat. Si je mets ici, tac, tac, tac. Hop, il veut bien s'afficher. On va faire ça, ça et ça. On va mettre juste la session cash. Souvent, on a de la volate et c'est pas un marché qui est piégeux, mais souvent, on va dire que on a des mouvements qui sont beaucoup plus difficiles, pas à anticiper, mais il y a de la volate. Vous voyez ce genre de mouvement? C'est délicat. Si là t'es longue parce que t'as un setup qui s'enclenche, t'as l'ouverture de la session cash, t'as cette volate là, c'est très délicat. Donc l'idéal, si j'ai un setup qui s'enclenche 2-3 heures avant, je peux le prendre, bien entendu. Je suis pas obligé, si ta question est est-ce que tu trades absolument que les sessions? Non, je peux trader hors des sessions. Moi, si j'ai un setup qui s'enclenche, on est le matin, et qu'on n'est pas en pleine session US, je m'en moque. Ce qui compte, moi, c'est mon price action, c'est ce que j'ai mes conditions techniques qui sont réunies. Maintenant, si j'ai un trade qui s'enclenche 5, 10, 15 minutes avant la session cash,
je suis pas fan. Et je vais très souvent pas le prendre. Ça m'arrive de le prendre si je me dis il y a pas trop d'annonces économiques, le marché est plutôt calme, nanana. Mais sinon je préfère l'éviter. Parce que souvent, on le voit, au moment des ouvertures de session comme ça, et ben ça peut être un marché assez piégeux. Et des fois, vaut mieux attendre de voir les 15 premières minutes de la session, qui nous donne en général peut-être enfin, pas peut-être, mais souvent une direction de marché sur comment va être notre session. 15 minutes, si vous avez une bougie bien boule, il y a des chances d'avoir un marché qui ne va pas spécialement corriger pendant la session cash. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent vous pouvez voir ça comme ça. Et là, on a une hausse, bon, voilà, on a une session cash qui est plutôt haussière. Après, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent ça nous donne quand même une bonne direction. Ça j'ai répondu. As-tu des différences de profitabilité matin contre après-midi? Là je vais pas avoir les stats sous les yeux, faut que je regarde. Mais moi, de mon côté, je sais que je trade beaucoup plus quand même l'après-midi. J'ai plus de trades qui s'enclenchent l'après-midi, parce que déjà, je suis un peu plus devant les écrans l'après-midi pour trader. Il y a plus de volats, c'est quand même plus agréable. De mémoire, j'ai plus de setup qui s'enclenchent l'après-midi, mais faudrait que je retrouve ça et que je te dise ça. Mais après, faut que je regarde parce que c'est propre à chaque setup et j'en ai plusieurs, donc faut que je regarde. Est-ce que tu as des critères ou des indicateurs qui te permettent de dire que ta stratégie de trading ne fonctionne plus? Exemple, l'arrivée des instits sur le Bitcoin a sûrement changé le price action et a modifié les probas de réussite d'une stratégie de trading. Et ben, tu vois, ta question elle est bonne. C'est que avant, si vous regardez le setup tunnel Vegas que je présente dans la formation, c'est un setup discrétionnaire. Setup discrétionnaire, ça veut dire que il n'y a pas des règles hyper fixes. Il n'y a pas des règles ultra fixes qui vous disent en mode tu rentres sur un mouvement spécifique quand toutes ces règles sont réunies. En gros, vous tradez comme un robot. Exemple, trading discrétionnaire, c'est tu achètes quand tu as une réaction acheteuse. Ça, c'est du trading discrétionnaire, parce que réaction acheteuse, c'est quoi? Ça peut être un ravalement haussier, ça peut être une structure en W, ça peut être break d'une résistance, ça peut être break d'une moyenne mobile, ça peut être plein de choses. Alors que trading mécanique, c'est tu rentres sur un ravalement haussier. C'est précis, ok? Il n'y a pas de oui, est-ce que ça c'est un ravalement haussier ou pas? Non, c'est ravalement haussier, tu rentres. Voilà. Différent juste pour restructurer trading discrétionnaire, trading mécanique. Moi avant, mon setup sur les tunnels Vegas, c'était un setup mécanique que j'ai partagé dans la formation, qui n'est plus actuellement, que je ne l'ai plus partagé maintenant parce que je l'ai transformé en discrétionnaire. Ou ceux qui sont dans la formation depuis un moment, le setup c'était quoi? C'était tunnel 15 minutes, point pivot daily, avec MACD WT cross. Voilà. Ou en gros, pour faire très simple, ce que je voulais, c'est dans une charte plutôt baissière, ici, avoir un pullback au niveau du tunnel 15 minutes, en confluence avec un point pivot daily, voilà, de cette manière-là. J'ai peut-être le setup qui s'enclenche ici, ok. Et ensuite, d'aller chercher sur du 15 ou 5 minutes, une divergence baissière sur le MACD, avec un flash rouge au niveau de la pastille. Setup 100% mécanique, hein. Vous voyez les règles, globalement 4 règles. Tunnel 15 minutes orienté à la baisse, pullback dans le 15 minutes, confluence point pivot daily, et ensuite sur du 5 ou 15 minutes, c'est le seul côté où je peux être un peu flexible, chercher une divergence baissière sur le MACD et rentrer au moment de la pastille rouge. Ok. Donc là, globalement, admettons, là je l'ai pas, mais admettons, j'ai ma divergence baissière ici, ok, j'ai ma pastille rouge ici, je rentre là. Stop loss au-dessus du plus haut, TP en général 3 points. Ça, c'était un setup 100% mécanique, que j'ai longtemps utilisé, et qui marchait bien. J'ai peut-être un exemple ici. Je le cherchais. Voilà. J'ai un exemple, je pense qu'on prend un stop loss ici. Voilà. J'ai ma divergence baissière, qui est très légère. Hop, je rentrerai ici. Stop loss globalement sous le plus haut. Et, ouais, si je vais chercher du 3 points, il est perdant. On n'y va pas après. Si je vais chercher du 2 points, ici, il est gagnant. Mais globalement, voilà, ça c'était le setup. Divergence baissière, pullback, tunnel 15 minutes, point pivot daily, divergence baissière, pastille rouge, voilà. 100% mécanique. Ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Pour la simple et bonne raison que j'avais beaucoup moins de trades qui s'enclenchaient comparé avant. Avant, je pouvais avoir un peu plus de trades. Je devais peut-être en avoir 6, 8, 10 dans le mois. Ok. Chose que, ensuite,
j'en avais plus beaucoup. Le marché, peut-être qu'il a été différent, peut-être j'étais juste dans une série statistique où sur un an, j'avais plus beaucoup de trades. C'est possible, c'est les aléas comme ça du marché. Et c'est très difficile, je peux pas affirmer en me disant, ah, le marché a changé, ça y est, mon setup, il ne s'exécute plus. Ça peut être ça. Ça se trouve juste, j'étais dans une phase où, sur 20 ans, je vais avoir 10 trades par mois, mais sur un an, je vais avoir que 2 trades par mois. Et du coup, je ne prenais plus du tout de trade. Ça m'arrivait sur un mois de pas avoir 0 trade. Bon. Je me suis dit, ok, je la modifie. Et surtout, j'avais des résultats qui étaient un peu moins bons comparé à ce setup-là. Il a très très bien fonctionné. Moi de mon côté, c'était sur la baisse là, 2022. Il a très très bien fonctionné ce setup sur plusieurs actifs et j'en avais pas mal profité. Et ensuite, ça, je l'ai changé. Alors, il continue à fonctionner 2023, mais là, j'ai eu beaucoup moins de trades, et globalement, je l'avais changé après, où je me suis dit, ok, je passe en mode discrétionnaire, c'est-à-dire que je ne veux plus avoir des règles aussi strictes sur ce genre de setup, ce qui me permet d'avoir plus de trades, et surtout, plus des entrées plus qualitatives. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc oui, par contre, ça c'est quelque chose qui est factuel, c'est que ta stratégie peut ne plus fonctionner, moins bien fonctionner, avoir moins de trades, et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et c'est pour ça aussi que tu ne peux pas juste trader. Faut faire l'investissement d'un autre côté, parce que quand tu as des phases qui sont plus compliquées, et l'investissement compense également. Et c'est pour ça aussi tu peux faire du swing trading, parce que le swing trading, des fois tu vas être un peu moins pointilleux que sur l'intraday. Pour moi, l'intraday, faut avoir une très bonne précision, c'est beaucoup plus compliqué. Le swing, tu peux capitaliser sur des plus gros mouvements, c'est largement mieux. Salut Frisco. Je trouve que le price action de BTC est quand même relativement propre, du fait sans doute de la capitalisation élevée. C'est sûr que si tu compares le price action de Bitcoin face à des altcoins, oui, il va être globalement plus propre. T'as des mouvements qui sont plus logiques dans un marché que certaines altcoins où c'est du pump and dump. Mais c'est pareil, hein, si tu prends le Nasdaq, le SP500, t'as des mouvements qui sont plus logiques, c'est normal. T'as de la liquidité, t'as l'offre et la demande. C'est pas juste, tu pump and dump comme certaines altcoins. Les points d'intérêt sous son vent assez nets. Là, c'est des niveaux de support et de résistance qu'on respecte. Hein. Ça, c'est sur tous les marchés avec un minima de volume de liquidité. Alors, c'est pas tous les supports qui doivent absolument être respectés, absolument pas. Mais voilà, on n'a pas méché dessus, mais dans la logique des choses, quand t'as un M-top, si tu le retestes, souvent t'as un rejet. C'est le cas sur des volumes qui sont bien équilibrés. T'as une offre et une demande, t'as des volumes, t'as de la liquidité, etc. Plus tu vas sur des actifs avec pas énormément de volume, des faibles market cap, actions, altcoins, etc., plus tu t'exposes comme ça à des mouvements un peu imprévisibles. Mais dans les deux sens, ça peut être que tu peux faire un x3, x4 sur une bougie qui sort de nulle part, comme tu peux enfoncer. Donc voilà, en tout cas, bon, je voulais reparler un peu de drawdown, de tout ça, toujours important d'en reparler. Si vous êtes dans des situations où vous enchaînez les pertes, et tout, ça c'est des choses que vous pouvez m'évoquer aussi, hein. Vous m'envoyez un message privé, dans le Discord, si vous voulez que ça soit public, on en parle, y a pas de souci. Ce qui compte toujours, hein, vous avez un problème, on trouve une solution, et souvent ça peut être vous d'un point de vue psycho, des fois c'est votre stratégie, des fois c'est votre manière à gérer un drawdown, mais drawdown ça fait partie du trading, et toutes les personnes qui trade ont un drawdown. Une personne qui me dit je trade, sauf si ça fait 3 mois, mais quelqu'un qui me dit ça fait longtemps que je trade, je n'ai jamais eu de drawdown, hein, ou alors elle a une stratégie à 80-90% de taux de réussite, c'est impossible d'avoir des taux de réussite à 95, 99, 100%. Du 80% de taux de réussite, c'est possible, mais maintenant c'est quelqu'un qui va juste prendre que quelques petits gains, elle va avoir que des petits risk reward, donc automatiquement, oui, elle va pas avoir de drawdown suite à des stratégies à fort taux de réussite, mais je suis pas fan des stratégies à 80-90% de taux de réussite parce que tu coupes rapidement les gains. Quand tu prends un stop loss, souvent il te compense pas mal de gains que tu as réalisés, donc je suis pas fan. Si toi aussi tu veux profiter de ces lives chaque semaine, je t'invite à rejoindre le mentorat Devenir Trader. Si tu hésites, tu peux réserver un appel avec moi qui est 100% gratuit, où on échange tous les deux pour voir si ce mentorat peut être adapté à ton profil. Chaque semaine, il y a des lives, il y a également un parcours de formation avec 15 modules, plus de 30 heures de vidéos que tu peux suivre à ton rythme, d'accord? Pas d'abonnement, un paiement en une seule fois, et ensuite tu as accès à tout, le cercle privé, les lives hebdomadaires, l'accès et le suivi à vie et les sessions individuelles. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description si tu souhaites nous rejoindre. Bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau de Bitcoin cette semaine? Moi, ici, on est plutôt sur une zone où, hop, je vais enlever ça, je vais mettre ça. On est plutôt sur une zone où
c'est délicat. Pourquoi? Parce que sur du court terme, on est boule. Ah, c'est factuel. Hop, je passe sur cette charte. Sur du court terme, on est boule. Des moyennes mobiles orientées à la hausse, le 15 minutes au-dessus d'une heure, là, tout me montre que j'ai envie de long. Okay. Problème, on est sur un niveau de résistance qui est clé. Zone de résistance, point pivot mensuel, ok. Price action, 64 000 $, point pivot weekly, tunnel H4. Donc voilà, là il n'y a pas de surprise, c'est un niveau très important. Ou si on commence à casser ce niveau-là, là on aurait un switch bien plus important d'un point de vue technique, et on pourrait aller chercher des niveaux plus hauts. Donc, premier niveau là, 66 500, après c'est le tunnel daily. Donc ici on est dans un cadre où il y a moyen de à la fois prendre des longues sur l'intraday pour accompagner ce mouvement qui s'affaiblit. On le voit, qui s'affaiblit bien, c'est normal. Okay. Divergence baissière, on a un mouvement ici qui a besoin de sûrement rentrer dans une phase de latéralisation pour peut-être avoir un W sur le MACD et repartir à la hausse, ou ça se trouve on va poser un M-top, ça je peux pas l'anticiper. Mais globalement, on est à la fois dans une zone où on peut prendre des longues sur l'intraday, si on continue à pullback, si on continue à avoir des rejets, tout en sachant qu'on va pas avoir des TP trop ambitieux parce que on a pas mal de choses au-dessus de la tête. Et on est à la fois dans une zone où on peut, pourquoi pas, prendre des swings vendeurs, si on a une réaction vendeuse. Alors j'aimerais bien, soit on a ici un M-top, on perd le 15 minutes, et on peut pourquoi pas prendre un short au moment du break, pullback, rejet, voilà, après ça dépend de vous, comment vous rentrez, on peut être sur le pullback de cette ligne de coup, de ce M-top, stop loss au-dessus de ce plus haut et targeté plus bas, ce point pivot weekly, un retracement plus important, pas spécialement faire des plus bas, mais déjà retester alors c'est pas un V-bottom, ici on a quand même une structure en W, mais sur du daily quand même on est sur un V-bottom, donc le retester, ok, c'est un short qui peut se prendre sur du swing. Je serais plus fan de faire un dernier mouvement aussi, ok, pousser encore plus à la divergence baissière, et dans cette zone-là, ici là, ça peut être sur le point pivot mensuel, ça peut être entre les deux, je vous rappelle moi, une zone je suis pas au dollar près, moi je suis pas chiant, c'est une zone d'intervention, je sais que là, entre les 63 500 et les 64 000, ok, il y a une zone où on est susceptible d'avoir une réaction vendeuse. L'idéal, ça serait d'aller chercher cette zone, et là de poser un top, une réaction vendeuse, un ravalement baissier, un M-top, une prise de liquidité, cassure d'un plus bas, etc. Ou ici, je pourrais clairement prendre un swing de mon côté. C'est ce que je vais surveiller cette semaine en fonction de comment on y va. Si on y va avec un trop fort momentum, on fait ici une bougie une seule bougie 1 heure qui fonce comme ça jusqu'au point pivot weekly, une bougie comme ça là. Non, je vais pas me positionner, bien entendu, j'attends la réaction vendeuse. Une zone, c'est quelque chose. Déjà, tracer des zones, c'est un bon point parce que vous localisez où est-ce que vous allez pouvoir vous positionner en tant que vendeur. Mais ça ne suffit pas. Il faut une réaction, il faut quelque chose. Parce que une zone, tant qu'on n'a pas une réaction, ça reste une zone théorique, d'accord? Où on n'est jamais sûr à 100% que des vendeurs vont se réveiller. Oui, il y a des probabilités. Quand vous êtes sur des niveaux de résistance comme ça, tunnel 4 heures, price action, bref, peu importe les niveaux que vous utilisez, vous avez des probabilités plus importantes d'avoir une réaction vendeuse que dans une zone morte. Par exemple, ici. Oui, bien entendu. Mais ensuite, il y a anticiper une réaction vendeuse et réagir à une réaction vendeuse. Et nous, ce qu'on veut, c'est réagir à une réaction vendeuse. Ok? Donc, c'est globalement ce que je vais surveiller le dimanche, lundi. Alors, peut-être qu'on va faire un petit pump ce dimanche-là pour aller chercher cette zone-là pour ensuite retracer. Je pense pas, on a quand même ici un week-end pareil, faible volatilité. Il faudrait faire un plus de %. Donc, ou alors en fin de dimanche, des fois on a un peu plus de volat. Donc voilà, moi c'est mon plan sur la semaine. Pourquoi pas prendre un swing dans cette zone, ok? Surtout quand on regarde l'order flow, il n'y a pas spécialement un gros soutien au niveau de l'open terrestre. On a eu un petit funding négatif, mais on retrouve des fundings plutôt dans le vert. Donc pour moi c'est pas le meilleur mouvement qui est le plus soutenu. Il y a eu un début de soutien sur cette hausse là. On voit que là c'est pas du tout le cas. On est sur des fermetures de position. Donc de mon côté, ici, je vous le dis, il y a de grandes chances que je prenne un swing cette semaine, bien sûr, si j'ai la réaction vendeuse. Ça se trouve, on va enfoncer, et voilà, c'est là la différence entre, comme je le dis souvent, avoir raison et faire de l'argent. C'est-à-dire que je m'attends à une réaction vendeuse dans cette zone-là, ok. Maintenant, si le marché fait ça,
Est-ce que j'ai raison? Non, j'ai tort. Est-ce que je perds de l'argent? Non, parce que je suis pas rentré en position. Et on s'en fout. Vous voyez, je pars d'un scénario. Maintenant, mon scénario, il faut que je rentre en position pour pouvoir le valider. Et ça passe par avoir un signal qui me montre que je peux rentrer en position, je peux m'exposer. Ce que je vous rappelle, la réaction vendeuse permet deux choses. Un, elle permet d'avoir une confirmation dans votre sens pour votre trade. Et de deux, elle vous permet d'avoir une invalidation. Quelqu'un qui se positionne sur une bougie verte, comme ça, hop, vous voyez, admettons, on fait cette bougie verte, tu rentres là. Ton stop loss, tu le mets où? Là, là, là. Tu le mets un peu au hasard. Que quand tu as une réaction vendeuse, comme ça, là, le stop loss, tu sais où tu le mets. Tu le mets là. Ok? Ou plus agressivement sur une réintégration de M. Mais globalement, tu sais globalement où tu le mets. Donc voilà. Globalement, swing. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris de swing. J'ai beaucoup fait de l'intraday sur les derniers temps. Mais ce swing là, il est évident. Peut-être trop évident. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un niveau que je vais survivre. Et sur l'intraday, comme d'habitude, bah ça vous le savez, continuation de tendance. Si j'ai des pullbacks 15 minutes, je prendrai des longues, et si on casse cette zone là, parce que là on est quand même dans une zone de compression entre le court terme et le moyen terme, et je suis curieux de voir la résolution de cette compression. Si on commence à s'affranchir du 4 heures, passer les 64 000 $, là il y a quand même un bon upside pour aller chercher la prochaine zone qui est les 66 500, où là bah pareil, un pullback 3 minutes, agressivement, si on a un fort momentum, et ben, il y aura de quoi faire de la continuation de tendance. Ce qui est bien, c'est que, peu importe comment le marché va évoluer, il y a quand même de grandes chances que j'ai de quoi faire. Parce que si on part fort, et que j'ai pas mon swing short qui s'enclenche, je vais avoir des trades qui vont se prendre au moment du pullback du 3 minutes, ok? Si par contre on rejette, il y a de grandes chances que je prenne un swing. Le cas où on casse à ce niveau-là, c'est plus délicat parce que je préfère prendre un short ici, j'aurai un risk reward plus intéressant. Parce que là, si on commence à perdre le 15 minutes, si je prends un short au moment du pullback, ou si on pullback à la limite, on le break et on le pullback plus tard, un stop loss ici, j'ai pas le meilleur risk reward. 2 pour 1, je reteste cette zone-là, ça va encore, mais c'est pas incroyable. Donc, si on perd le 15 minutes, encore, je pourrais pourquoi pas prendre un short, mais il me faudra une très bonne entrée pour avoir un bon risk reward. Je peux pas me permettre de rentrer ici. C'est pas possible. Okay. Il me faudra un retracement sur un niveau clé. Donc j'exclus pas cette hypothèse, mais j'aurai un risque plus faible que si on réalise une réaction vendeuse dans cette zone-là. Parce que je sais que au-dessus ensuite, si on casse, c'est pour aller chercher plus haut. Que là, on peut très bien faire ça, pullback, je rentre ici, et on casse cette zone-là pour ensuite me donner raison dans cette zone-là. Et au final, est-ce que mon invalidation elle est correcte? Bah non, parce que mon scénario c'est d'avoir un rejet vendeur dans cette zone-là. Mais je me fais quand même stop parce que j'ai pas le choix, je peux pas mettre un stop loss plus haut. Ça serait pas le meilleur scénario. Je prendrais peut-être un short, mais ouais, risque plus faible. Puis après, si on perd et qu'on a un fort momentum à la baisse, comme d'habitude, continuation de tendance sur du 3 et 15 minutes. Voilà globalement ces différents plans que j'ai. Sinon, après, au cas où on retrace, on peut regarder des points pivots weekly, là où on a des confluences. On a Spoke qui n'a jamais été retesté, en confluence avec les 60 000 $. Et si on va chercher plus haut, là, on a au niveau des 65 700, pareil, ce Spoke qui n'a jamais été retesté. Et là, on a quand même un niveau clé, vu qu'on a une double value area high entre les 61 800 et les 61 300. Donc voilà, c'est pareil, un niveau technique assez intéressant. Et là, double value area low. Après, d'un point de vue price action, le niveau il est assez simple à voir, vu qu'on est sur un niveau de support. Si je dézoome un peu, on regarde un peu sur ce qu'on a eu ici. Au niveau des volumes profile, on voit bien des placements de la valeur, où à chaque fois, les pokes sont plus hauts, ce qui nous montre bien ici qu'on a une bonne tendance haussière. Là, on a quand même un niveau clé, parce qu'on a un double poke assez rapproché, et ici, value area high et value area low, de ce double volume profile. Et là, pareil, on a quand même un niveau clé. On a value area high, poke et précédente value area low. Moi, j'aime bien chercher des confluences comme ça. Ça peut vous permettre d'afficher des niveaux intéressants. Après, des fois, on a des confluences. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'utilise pas ici le volume profile, il trace son niveau. D'un point de vue price action, on a exactement le même niveau. On le voit bien. Pareil ici. Donc, des fois, il y a des confluences, des fois non, mais ça peut permettre ici d'affiner certaines zones. Comment tu fais, Nico, pour afficher tous tes volumes profile? Ici, c'est une charte simple. J'ai un volume profile weekly, un volume profile daily. Alors, quand je suis en daily, je me mets plutôt en 30 minutes, 1 heure. Et après, dans les paramètres, voilà, je te les montre.
70 ici, 200, une semaine, et puis voilà. C'est le PVP, alors, il va pas non plus jusqu'à, je crois, est-ce que je peux l'étendre plus? Non, il est limité, il me semble peut-être à l'unité de temps. Je me mets en 2 heures, là ça me met quoi, 3 mars, je me mets en 4 heures, non, il est quand même limité, mais c'est le PVP, donc tu mets un profil de volume périodique, et ouais, il me semble que c'est lui. Et après, j'ai le weekly, j'ai le daily, et voilà. Mais après, des fois, je mets le mensuel, mais le mensuel, je le regarde un peu moins. Dirais-tu que plus les tunnels sont épais, plus ils sont durs à passer? Un peu à la façon des nuages Ishimoku que j'utilise pas perso. Alors, plus ils sont épais, et plus le momentum de fond est bearish ou bullish. Quand t'as un momentum, quand t'as un tunnel qui est fin, or sauf s'il vient de cross, mais quand t'as un tunnel qui est fin, bah, ça t'indique tout simplement que soit tu range, soit ça manque de volat, ça manque de momentum. C'est comme ça, moi, que je le vois. Quand t'as un tunnel qui est large, c'est déjà souvent on l'a pas retesté, et on le voit, le 4 ans on l'a pas retesté, et c'est surtout que c'est un premier retest, et pour moi, plus il est épais, plus on a un price action qui est soit fort bearish, soit fort bullish, pour la simple et bonne raison que s'il est épais et bien orienté à la baisse, c'est qu'on a un prix qui a été bien baissier, ou bien haussier. Voilà, tu le vois, le tunnel 1 heure ici, il est extrêmement large. Regarde juste avant ce qu'on a fait, il est fortement orienté à la baisse. Quand on commence ensuite à rentrer dedans, à ici latéraliser, on voit qu'il est beaucoup plus fin. Après, est-ce que j'ai un setup qui me dit plus il est large, plus je rentre en position? Non, pas spécialement, pas spécialement. J'en ai plusieurs. Ouais, j'en ai plusieurs. Après, c'est simple à configurer, hein. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Taille de la rangée. Alors ce qui est chiant, c'est que si je change, tu vois, là si je vais sur du spot, je commence à afficher, là ça a bugué, parce que y a pas assez de volume, faut que je réduise les tailles de la rangée. C'est le seul truc chiant avec TradingView, faudrait qu'ils s'adaptent leur volume profile. C'est galère quand ça fait ça, et c'est chiant. Quand tu changes d'actif comme ça, si je vais sur si je vais sur un BNB, je commence à afficher ça, ça va pas être lisible. Moi ça va encore. Mais si je vais sur un APT, voilà, tu vois. Il faudrait qu'ils adaptent le truc. À chaque fois, il faudrait une charte par altcoin. C'est mal foutu. TradingView, il y a des trucs qui font bien, il y a des choses qui font beaucoup moins bien. Voilà globalement sur sur Bitcoin. Là, on l'a passé en long, en large et en travers pour cette semaine. Ether, je le surveille en continuation de tendance parce qu'on a un beau momentum. Si là, dans la journée, on retourne chercher cette zone-là, je pourrais peut-être prendre un long, si j'ai un setup qui s'enclenche. Bon, puis au daily, tunnel 15 minutes, ça peut être une bonne zone. Et puis voilà, après là, on est bien parti. On a cassé le 4 heures, donc Ether a un peu de l'avance. Je sais pas si ça va durer, en tout cas, c'est pas mal ce qu'il est en train de nous faire. Ça change rien au long terme, hein, selon moi. Mais là, on a un bon rebond, ok. Et ouais, je le surveille sur du court terme en tant que altcoin forte. Et au niveau de hype, je fais beaucoup moins de transactions qu'avant. En même temps, il range. Il y a moins de choses, un peu moins de choses à faire. Puis moi, sur hype, là, c'est de la patience, hein. Faudra surveiller la résolution de ce range. On commence à le résoudre à la baisse. On serait quand même sur un gros top de marché. Ok. Quand je dis gros top, c'est proportionnel à son historique de prix. Ok. Parce que là, je prends ce mouvement-là, par exemple sur Bitcoin, on casse à la baisse. Bon, c'est pas la fin du monde. Ok. C'est un range qui dure depuis le mois de mai, donc on est sur 2 mois de range. Voilà, ça arrive. Bitcoin a déjà cassé des ranges à la baisse de 2 mois, c'est pas la fin. Par contre, là sur hype, on serait quand même proportionnellement à sa charte sur un top de marché où là, ceux qui veulent acheter du hype, et je sais que vous êtes nombreux, et du coup, je pense que vous voulez une cassure de ce range à la baisse. Là, on peut se donner rendez-vous vers les $40. 0,118, il y a de grandes chances de revenir chercher cette zone-là si on a ce sum top qui est posé. Et si on résolue à la hausse, on va aller chercher tranquillement ma target que j'attends depuis longtemps là, 118, 100% d'extension, qui serait globalement la prochaine zone de prise de profit long terme. Voilà. Faut attendre la résolution de ce range sur hype. Techniquement, on a plus de chances de casser à la hausse, parce qu'on est toujours dans une tendance de fond haussière. Les moyennes mobiles long terme sont orientés à la hausse. On pull back ici, le précédent ATH, il tient. Donc statistiquement, plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, est-ce que c'est sûr à 100%? Absolument pas.
Voilà, globalement, on a fait le tour. Et après, comme d'habitude, hein, des altcoins qui vont sortir du lot, qui peuvent être intéressantes à surveiller pour de la continuation de tendance. Ça, je vais pas passer en revue altcoin par altcoin, mais c'est comme d'habitude. On a un flux, on a un momentum, on a un 3 minutes, au-dessus du 15 minutes, au-dessus du 1 heure. Bah, les pullbacks, ça peut clairement s'acheter. Donc globalement, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, des sujets à aborder, n'hésitez pas. Euh, on va voir si c'est une semaine calme ou pas. Pas trop d'annonces économiques, mais des fois qu'on revient de week-end comme ça, euh, férié aux États-Unis. Déjà, de base, le lundi, il y a un peu plus de volat sur les cryptos parce que c'est le week-end, etc. On a un retour de la volate. Et là, on a enchaîné quand même 3 jours. Vendredi, ça a donné quoi déjà d'un point de vue volat? Je me souviens même plus. Ouais, c'est un peu pump quand même, ça va. Enfin, on n'est pas resté non plus dans une grosse phase de compression. Le pire, c'est les week-ends, grosse phase de compression. Quand on a une résolution, des fois, ça part beaucoup plus fort. Tu seras absent pendant les vacances d'été. Euh, il y a des périodes où je serai moins là. Mois d'août, milieu août, pendant à peu près une dizaine de semaines là, je serai un peu moins dispo. Quand c'est comme ça, comme l'année dernière, hein, moi l'année dernière, j'ai pris un mois de vacances en septembre. Euh, je suis toujours dans les charts. Hein. Je vous le dis, quand je suis en vacances, je suis beaucoup moins devant les charts, bien entendu, encore eux, mais je suis quand même devant les charts. Quand c'est comme ça, j'essaye quand même de vous faire des vidéos une fois tous les 2, 3 jours. Et par contre, tous les jours, je vous fais un vocal sur le Discord de 5-10 minutes. Vous avez juste pas les graphes devant vous parce que voilà. Mais ouais. En tout cas, je fais toujours des vocaux sur le Discord. Ça c'est déjà moi parce que dans tous les cas, j'analyse les marchés chaque jour. C'est juste au lieu de passer plus de temps, je passe beaucoup moins de temps et au lieu de prendre des trades, j'en prends pas, mais je suis quand même devant les charts et je vous fais au moins un vocal dans le Discord et ouais tous les 2 jours je vous ferai au moins une vidéo et week-end prochain je serai un peu off aussi moi de mon côté. Donc pareil vocal sur le Discord ou peut-être une vidéo par-ci par-là mais je vous abandonne pas. Mais après, je prends quand même des vacances. Alors déjà que je suis pas quelqu'un qui prend énormément de vacances, alors que je pourrais me faire plaisir. Je pourrais partir 2 mois et quand même être devant les écrans. Mais ouais, je pars quand même. Faut partir un peu, faut profiter. Mais là, ouais, je pars août. Alors que l'année dernière, j'avais fait un mois complet septembre. Après des week-ends, des 4-5 jours par-ci par-là. Des fois, vous en rendez pas compte parce que je prends le setup ou des fois, ça m'est déjà arrivé de faire des pauses de 3-4 jours ou des fois, je prépare une vidéo à l'avance sur des sujets quand même. Je me dis, j'ai une liste de sujets, de vidéos que c'est surtout d'un point de vue pédagogique, vous former, comme par exemple, il y a eu la vidéo là sur CoinAlyse. J'ai des listes comme ça de vidéos. Euh, Ici, je me dis, il faut que je les fasse. Parce en général, je les fais, je vous les poste quand je vous fais pas d'update. Mais j'en ai comme ça pas mal de listes. Ils ont des vidéos qui sont demandées, des fois je vois un commentaire YouTube qui me dit, ah tiens, faudrait parler de ça, je fais, oh, c'est pas bête, je le note, je la tourne 3 mois après, mais voilà. Mais, dans tous les cas, Discord, si vous êtes sur le Discord, je vous tiendrai au courant là-dessus. Aurais-tu un avis sur SpaceX? Il grimpe un peu, je pense qu'il peut remonter. SpaceX, qu'est-ce qu'il nous fait? Hop là. Euh, Bon, déjà, je vous rappelle, hein, vous pouvez pas partir sur des décisions long terme avec une charte aussi jeune, ou alors c'est à partir de données Honda, ok, où là c'est une conviction qui est complètement différente. Maintenant, d'un point de vue technique, on a ici une zone où la demande a été supérieure à l'offre une fois, qu'on a pump. On a réintégré, bon, si je mets un volume profile, est-ce qu'on a réintégré la value area high? Bon, on l'a quand même réintégré. On, on semble ici essayer de ressortir de cette value area high. Un bon signal pour se dire on a un bon bottom qui est validé, et le premier vrai bottom, moyen terme plutôt, ça serait la cassure de ce niveau-là, où là on aurait le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent, le break, où là si on fait ça, il y aura de grandes chances de retester au moins notre zone de rechargement de short, 0,58, 0,786. Maintenant, moi honnêtement, j'ai du mal avec les nouvelles charts, j'ai du mal comme ça avec les listings, où très souvent, le moyen terme est baissier. Vous prenez énormément d'actions comme ça, vous regardez au moment du lancement,
très souvent, le court terme, c'est imprévisible. Souvent, vous avez un pump, comme a fait SpaceX. Souvent, vous avez un dump d'entrée, comme a fait de mémoire Coinbase. Par contre, le moyen terme, il est souvent comme ça. Très souvent. Dans peut-être 80-90% des cas, il est comme ça. Donc attention à ne pas se dire je longue parce que c'est SpaceX. Hein. D'un point de vue, c'est surévalué quand même. Enfin, après, le marché est surévalué de manière générale, hein, toutes les actions. Donc c'est difficile de se dire je ne rentre pas parce que c'est surévalué, parce que il y a plein d'actions qui sont surévaluées depuis un long moment. Mais ouais, j'ai du mal à voir un SpaceX faire un x3 à partir de maintenant. Alors que s'il fait comme un Coinbase, hop, hop, oui, listing complètement bearish, hein, moyen terme bearish également, et après quand il se stabilise, là c'est plus intéressant, clairement. Ah si, Nico, question sur Canalys, j'ai un dashboard sur l'order flow, je suis obligé de faire du F5 à chaque fois, que je veux avoir la dernière data. Ça se refresh pas auto. Sur Canalys, des fois il y a des petits bugs, tu vois, regarde là, hop, un exemple simple de petits bugs, je suis obligé de faire F5. Après, si tu dis toujours, c'est rare quand même. Ça dépend de la fréquence. Ça, c'est quelque chose que je fais peut-être une fois tous les 3-4 jours. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Des fois, par contre, il y a des petits bugs. Si je vais te montrer, je me mets en 1 heure, je passe en 15 minutes, je reviens en 1 heure, hop, ouais. Des fois, il y a des petits bugs comme ça, qui sont chiants. C'est vrai. Quand tu changes trop d'unités de temps, t'as des petits bugs comme ça où tu refresh. Non, c'est vrai, je refresh quand même un peu plus souvent que 3-4 jours. Quand je change trop d'unités de temps, des fois, j'ai ces petits problèmes-là. Mais sinon, après, c'est rapide à refresh. Mais je sais qu'il y a d'autres outils qui sont très bien, à part à la place de Coinalyse, mais ça fait des années que je suis dessus et il faudrait que je change. Hein. Je pourrais changer, c'est rapide. Hein. Moi j'ai un compte, c'est très rapide pour changer. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude là-dessus et ça me dérange pas plus de refresh. Mais il y a d'autres sites, je pourrais vous en présenter. Je les ai pas, j'ai pas les noms en tête, mais je sais que je les avais notés au cas où. Mais il y a d'autres sites qui sont bien également. Ça se refresh pas auto, ouais, ça dépend, Mais si tu changes beaucoup d'unités de temps, je sais qu'il y a des fois il y a des petits bugs. Il intégrera le Nasdaq mardi. Ah oui, c'est vrai. Tac, ça n'a jamais marché de mon côté. Bah fais-moi un screen, montre-moi et si tu veux, envoie-moi un message privé, je te répondrai après. Ça devrait être boule un peu du coup. Après c'est déjà pricé, hein, des fois, les intégrations dans le Nasdaq, etc. Ah, ça c'est un événement qui est souvent déjà pricé. Donc des fois on peut avoir carrément un sell the news. Donc peut-être un peu d'achat des fonds indiciels. Ouais, faut voir. Bon, faut que je file. De toute façon, on a terminé le live. J'oublie pas le tirage au sort, bien sûr, ce soir ou peut-être demain matin. Ou ce soir tard. On va voir comment je m'organise, mais je n'oublie pas. On a fait le tour dans tous les cas. Passez un très bon dimanche et on se tient au courant comme d'habitude. Un live toujours encore agréable à réaliser et ouais, très bon dimanche et à la prochaine. Salut à tous. Faut aussi profiter de ces lives chaque semaine et bien plus, un parcours complet, plus de 30 heures de vidéos ici avec 15 modules, un accompagnement privé, des lives, un suivi hebdomadaire avec les lives, un suivi en message privé, des sessions individuelles, l'accès et le suivi à vie. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre le mentorat Devenir Trader. Si tu as la moindre question, tu peux bien sûr me contacter et sinon je te dis à tout de suite dans le mentorat.